J'étais leur mère, mais aussi l'obstacle. Je l'ai compris le jour où mon fils a prononcé cette phrase sans lever la voix, comme s'il constatait une évidence gênante. Maman, tu comprends bien que ça ne peut plus continuer comme avant. Nous étions assis dans le salon, un après-midi ordinaire, avec cette lumière pâle qui n'annonce rien de bon. Il n'y avait ni colère, ni cri. Juste cette manière calme, presque administrative, de m'expliquer que ma présence compliquait les choses. J'ai d'abord cru qu'il parlait d'organisation, d'un détail pratique. J'ai hoché la tête, par réflexe. Puis j'ai senti quelque chose se contracter en moi. Une alerte silencieuse. Il a continué. Il parlait de projets, d'avenir, de décisions à prendre rapidement. Ma fille acquiesçait en silence. Elle évitait mon regard. Ma belle-fille regardait ses mains, concentrée, comme si tout cela était déjà réglé. Je comprenais chaque mot, mais je n'en saisissais pas encore le sens réel. Jusqu'à ce qu'il ajoute, presque avec douceur, que je freinais sans le vouloir, que je rendais certaines démarches plus compliquées, que, bien sûr, ce n'était pas contre moi, pas contre moi. Cette expression m'a frappé plus fort que si l'on m'avait accusé ouvertement. Elle signifiait que j'étais devenu un problème neutre, impersonnel, un élément à contourner. J'ai senti mes mains devenir froides. Pas de larmes. Pas de colère. Juste cette sensation étrange d'être déplacé hors d'eux. Mon propre rôle. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour eux, aux années consacrées à tenir la famille debout, aux renoncements acceptés sans bruit, aux décisions prises seules pour leur éviter le poids de l'inquiétude. Je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais rappelé. J'ai cru que l'amour suffisait à créer une place durable. Et soudain, cette place se réduisait à une entrave. Il parlait encore. De solutions raisonnables, d'aménagements possibles, de ce qui serait plus simple si je lâchais un peu prise. J'écoutais, mais quelque chose s'était figé en moi. Je comprenais enfin que leur discours n'était pas une discussion. C'était une conclusion à laquelle je n'avais pas été conviée. Je me suis entendu demander, d'une voix étonnamment calme, depuis quand j'étais devenu un obstacle. Le silence qui a suivi m'a répondu. Un silence trop long, trop lourd. Mon fils a fini par dire que ce n'était pas ce qu'ils voulaient dire. Ma fille a murmuré qu'il pensait bien faire. Ma belle-fille a parlé d'efficacité, de bon sens. Les mots glissaient, mais le fond restait intact. Je n'étais plus la mère protectrice. J'étais la variable encombrante. Je me suis levée lentement. Je me souviens très bien de ce moment. Pas de geste brusque, pas de scène. J'ai simplement senti que quelque chose venait de se rompre. Pas un lien d'amour, non. Une illusion. Celle que ma place était intangible. Celle que l'on ne peut pas devenir un obstacle aux yeux de ceux pour qui on a tout construit. Dans la cuisine, j'ai regardé autour de moi. Chaque objet racontait une partie de ma vie. Les repas partagés, les silences habités, les décisions prises à l'aube. Tout cela existait encore. Et pourtant, on me parlait comme si j'étais un vestige du passé, un ralentissement, une résistance involontaire au progrès de leur monde. Je suis retournée m'asseoir. Je leur ai dit que je comprenais ce qu'ils voulaient dire. Ce n'était pas entièrement faux. Je comprenais leur logique. Mais comprendre n'est pas consentir. Et ce jour-là, sans encore le formuler clairement, j'ai senti naître en moi un refus profond. Ils pensaient que je m'adapterais, que je ferais comme toujours, que je prendrais sur moi pour ne pas déranger. Ils confondaient ma patience avec une souplesse infinie. Ils ne voyaient pas que cette patience avait un seuil, et que ce seuil venait d'être franchi. Quand la conversation s'est terminée, ils ont repris leurs manteaux, leurs habitudes. Ils m'ont embrassée, presque soulagée, comme si le plus dur avait été dit. Moi, je suis restée seule dans le salon. Le silence m'enveloppait, mais il n'était plus le même. Il n'était plus protecteur, il était révélateur. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Être mère ne protège pas de tout. L'amour donné sans limite peut finir par être redéfini comme un empêchement. Et quand on devient l'obstacle, on n'a plus le droit de se taire comme avant. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je ne pensais ni à partir, ni à me battre. Mais je savais une chose avec une certitude tranquille. Je ne pouvais plus continuer à exister dans leur vie comme une gêne aimable. Ce jour, sans bruit, a commencé le lent déplacement de ma place.
un déplacement que je n'avais pas choisi, mais que je n'ignorerai plus. Avant ce jour-là, ma vie avait été construite autour d'une évidence simple. J'étais leur mère, et cela suffisait à définir ma place. Je n'avais jamais douté de cette légitimité. Elle ne venait pas d'un statut abstrait, mais d'années entières, passées à faire tenir ensemble ce qui menaçait sans cesse de se disperser. J'avais été le point fixe, celui autour duquel chacun pouvait s'éloigner, sans crainte de se perdre. Je repense souvent à leurs enfances, à ces années où tout semblait fragile et urgent. J'étais celle qui veillait tard, celle qui anticipait les manques, celle qui décidait, quand il fallait décider, sans demander l'avis de personne. À l'époque, cette autorité discrète allait de soi. Elle n'était pas contestée. Elle était nécessaire. Et je ne l'exerçais pas par désir de contrôle, mais par responsabilité. Quand leur père était encore là, nous formions un équilibre imparfait mais solide. Chacun savait ce qu'il devait porter. Après son départ, cet équilibre s'est déplacé. J'ai pris davantage de place, sans m'en rendre compte. Non par volonté de domination, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un tienne la barre. Les enfants ont grandi avec cette image. Une mère fiable. Toujours debout, toujours disponible, toujours capable d'absorber les chocs. Je n'ai jamais pensé que cette force deviendrait un jour un reproche silencieux. À mesure qu'ils devenaient adultes, j'ai continué à être là, sans envahir. Je me suis effacée là où il le fallait. J'ai appris à me taire quand leur choix ne me correspondait pas. Je croyais que c'était cela, respecter leur liberté. Je ne voyais pas que, peu à peu, mon effacement devenait une norme attendue. Ma vie d'avant était faite de ces ajustements constants. Je modulais mes paroles, mes réactions, mes attentes. Je faisais attention à ne pas peser, à ne pas ralentir. Je pensais bien faire. J'avais cette idée tenace qu'une mère digne sait quand se retirer. Je n'avais pas compris que se retirer trop longtemps, c'est parfois disparaître aux yeux de ceux qui avancent. Je me souviens de discussions où l'on parlait de projets importants et où mon avis n'était plus sollicité. On m'informait après coup, avec des phrases rassurantes. On me disait que tout était sous contrôle. J'acceptais ces explications, persuadée que mon rôle avait naturellement changé. Je n'avais pas encore perçu le glissement. Je pensais évoluer avec eux, alors que je me déplaçais, sans m'en apercevoir, vers la marge. Il y avait pourtant des signaux, des regards impatients quand je posais une question, des silences un peu trop rapides quand j'entrais dans une pièce, des phrases comme « Ne t'inquiète pas, on s'en occupe ». Je recevais ces mots comme une marque de considération. Aujourd'hui, je sais qu'ils étaient aussi une manière de me tenir à distance. Ma belle-fille est entrée dans cette dynamique avec une aisance troublante. Elle n'a jamais été brutale. Au contraire. Elle parlait d'organisation, de logique, de simplification. Elle voyait la famille comme un ensemble à optimiser. Je l'ai laissé faire, par confiance, par respect. Je l'ai laissé faire, par confiance, par respect. Je n'ai pas vu tout de suite que, dans sa vision, ma présence était perçue comme un facteur de complexité. Avant ce jour, dans le salon, je me sentais encore utile. Même si l'on ne me demandait plus tout, je pensais être consultée quand cela compterait vraiment. J'avais foi dans le lien. Je croyais que l'on ne transforme pas sa mère en obstacle sans s'en rendre compte. Cette croyance était naïve, mais elle m'avait porté longtemps. Quand je repense à cette vie d'avant, je ne la regarde pas avec amertume. Je vois une femme qui a aimé sans calcul, qui a cru que la place donnée par l'amour était définitive. Je vois aussi comment cette certitude peut devenir fragile quand les rôles changent et que personne ne prend le temps de redéfinir les limites. Ce jour-là, quand j'ai entendu que je compliquais les choses, tout ce passé s'est réorganisé en moi. Je comprenais enfin que ce n'était pas un reproche isolé. C'était l'aboutissement d'années où ma présence avait cessé d'être centrale pour devenir contraignante. Et cette compréhension, silencieuse mais implacable, allait désormais éclairer chaque étape de ce qui venait. Les premiers signes de rejet n'ont jamais pris la forme d'un affront direct. Ils se sont installés doucement, presque poliment, dans le quotidien. Des détails que l'on accepte parce qu'ils semblent mineurs, parce qu'on ne veut pas dramatiser. Mime. J'ai longtemps cru que ces petites choses relevaient simplement de l'évolution normale des relations. Aujourd'hui, je sais qu'elles dessinaient déjà une frontière. Eh bien, il y a eu d'abord les regards. Pas hostiles, non. Des regards rapides, fuyants, quand je posais une question de trop. Comme si mon intérêt devenait une curiosité mal placée.
Puis les réponses écourtées, données, sans véritable écoute. On me répondait, mais on me parlait plus vraiment. Je recevais des informations, jamais des confidences. Cette nuance m'a échappé longtemps. On a commencé à décider sans moi, puis à m'en informer après coup. Toujours avec le même ton rassurant. Ne t'inquiète pas, c'est réglé. Tu verras, c'est mieux comme ça. J'acquiesçais, parce que je ne voulais pas paraître intrusive. Je pensais respecter leur autonomie. En réalité, je m'habituais à ne plus compter. Il y avait aussi ces réunions familiales, où je devenais presque décorative. On parlait de projets importants, de changements à venir, et je comprenais que l'essentiel avait déjà été discuté ailleurs. J'étais invitée à écouter, pas à participer. Quand je donnais un avis, on me remerciait avec un sourire indulgent, comme on remercie quelqu'un pour sa bonne intention, sans envisager sérieusement sa proposition. Les remarques perfides étaient rares, mais elles existaient. Des phrases lancées sur le ton de la plaisanterie. Tu vois les choses à l'ancienne. C'est normal à ton âge. Tu es trop sensible. Je riais avec eux, pour ne pas créer de malaise. Je ne voulais pas devenir la mère susceptible, celle qui complique les relations par des réactions excessives. Je me taisais, persuadée que le silence préserverait l'harmonie. Ma fille, surtout, avait pris l'habitude de me parler comme on parle à quelqu'un qu'il faut ménager. Elle choisissait ses mots, simplifiait ses explications, évitait certains sujets. Sur le moment, j'y voyais une attention. Avec le recul, je comprends que cette prudence m'enfermait dans un rôle précis, celui de la mère qu'on protège de la réalité, parce qu'elle pourrait ralentir les choses. Ma belle fille, elle, ne cachait pas son impatience. Pas par méchanceté, mais par pragmatisme. Elle aimait que tout avance vite, sans détour. Ma présence introduisait une variable supplémentaire. Il fallait m'expliquer, me rassurer, parfois attendre. Ce temps-là lui semblait inutile. Je sentais que mes questions l'agaçaient, même lorsqu'elle restait polie. Je me souviens d'un repas où j'ai simplement demandé pourquoi une décision avait été prise si rapidement. Le silence qui a suivi a été bref, mais lourd. Mon fils a répondu vaguement. Ma fille a détourné le regard. La conversation a repris aussitôt, sur un autre sujet. J'ai compris, ce jour-là, que certaines questions n'étaient plus les bienvenues. Malgré tout, je continuais à encaisser. Je me disais que c'était le prix à payer pour rester proche. J'avais cette peur sourde de perdre leur affection, si je m'affirmais trop. Je préférais me rendre invisible plutôt que risquer l'exclusion. Cette stratégie m'a protégée un temps, mais elle a aussi préparé le terrain de ce qui allait suivre. La solitude s'est installée sans bruit. Je la ressentais surtout le soir, quand la maison se vidait. Je repensais aux conversations écourtées, aux décisions prises ailleurs. Je me demandais, quand j'avais cessé d'être une interlocutrice, pour devenir un facteur à gérer. Je n'osais pas encore poser cette question à voix haute. Elle me faisait trop peur. Je continuais pourtant à jouer mon rôle. La mère disponible, compréhensive, patiente. Mais je croyais que cette patience serait reconnue. Je n'avais pas compris qu'elle était en train d'être interprétée comme une faiblesse. Plus je me taisais, plus il devenait facile de décider sans moi. Ces petites humiliations n'étaient jamais spectaculaires. C'est sans doute pour cela qu'elles ont été si efficaces. Elles n'ont pas provoqué de rupture immédiate. Elles ont lentement redéfini ma place. Et quand, plus tard, on m'a dit que j'étais devenue un obstacle, cette phrase n'est pas tombée du ciel. Elle venait s'appuyer sur des années où j'avais appris à m'effacer, croyant préserver l'amour, sans voir que je préparais ma propre mise à l'écart. La goutte d'eau n'est pas tombée avec fracas. Elle a glissé lentement, presque proprement, sur une table déjà chargée de noms à 10. Ce jour-là, je n'ai pas surpris une dispute ni une scène violente. J'ai découvert un fait sec, irréfutable, qui ne laissait plus aucune place au doute. C'était un document, un simple document, posé parmi d'autres papiers, que l'on avait oublié de ranger. Je cherchais une facture ancienne, quelque chose de banal. Je n'avais aucune intention d'espionner. Et puis, mes yeux se sont arrêtés sur des mots qui n'auraient jamais dû être là sans moi. Des termes juridiques précis, des décisions actées. Mon nom apparaissait, mais pas ma voix. J'étais mentionnée, encadrée, organisée, pas consultée. Au début, je n'ai pas compris. J'ai relu plusieurs fois, lentement, comme si mon esprit refusait d'assembler les éléments. Puis la logique s'est imposée.
Ce qui était en jeu n'était pas une hypothèse. C'était une démarche concrète, réfléchie, déjà avancée, une décision prise dans mon dos, sous couvert de simplification, d'efficacité, de bon sens familial. Je me suis assise. J'ai senti mon cœur battre plus fort, mais sans panique. Il y avait une clarté froide, presque clinique. Ils avaient anticipé. Ils avaient planifié. Et surtout, ils avaient jugé que ma présence constituait un problème à résoudre, non une personne à associer. Les phrases prononcées quelques semaines plus tôt prenaient soudain un sens nouveau. Tu compliques les choses, ça ira plus vite sans toi. On fait ça pour le bien de tous. Ce n'étaient pas des maladresses, c'étaient des justifications préparées à l'avance. Yola, le document en était la preuve matérielle. J'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était une humiliation profonde, presque muette. Être ainsi dépossédé, non par la force, mais par l'organisation méthodique du silence. On ne m'avait pas affronté, on m'avait contourné. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai pris le temps de lire chaque ligne, de comprendre ce que cela impliquait réellement, ce qui était déjà acté, ce qui restait à venir. Je mesurais, avec une lucidité douloureuse, à quel point tout cela avait été pensé sans envisager une seule seconde ma réaction. Comme si mon accord n'était plus nécessaire. Comme si mon âge avait transformé mon statut. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé définitivement. Pas le lien affectif, mais la confiance. Celle qui permet de croire que, malgré les tensions, certaines limites ne seront jamais franchies. Cette limite venait de l'être. On avait déplacé le curseur sans me prévenir. Je me suis levée. J'ai rangé le document exactement à sa place. Ce geste m'a surprise moi-même. Je n'ai rien déchiré. Je n'ai rien emporté. Je ne voulais pas agir sous l'effet de la sidération. Je sentais que la situation exigeait autre chose qu'une réaction impulsive. Le soir venu, ils sont rentrés comme d'habitude. Les échanges ont été normaux. Trop normaux. On m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui. Ce oui n'était pas un mensonge. C'était un délai, un espace, que je me donnais pour comprendre ce qui venait de se produire. À l'intérieur, pourtant, tout avait changé. Je n'étais plus simplement blessée par des paroles. J'étais confrontée à un acte qui traduisait une intention claire. Ils n'avaient pas seulement cessé de m'écouter. Ils avaient commencé à agir comme si je n'étais plus légitime à décider pour moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais agitée, mais parce que je réfléchissais. J'ai revisité mentalement chaque étape des derniers mois. Les silences. Les réunions sans moi. Les sourires rassurants. Tout s'alignait désormais avec une cohérence implacable. Je n'avais pas exagéré. Je n'avais pas mal interprété. Ce que je ressentais était fondé. Au petit matin, j'ai pris une décision intérieure. Une décision sans bruit, sans annonce. Je ne serais plus passive. Je ne me contenterais plus de comprendre. Je n'étais pas prête à pardonner, ni à confronter immédiatement. Mais je savais que je ne laisserais pas cette injustice s'installer comme une nouvelle normalité. Être leur mère ne m'avait pas protégée. Cela avait même servi de levier. Ils avaient compté sur mon silence, sur ma patience, sur mon désir de ne pas rompre l'équilibre familial. Ce calcul-là, je le voyais désormais clairement. Ce jour a marqué un basculement. Avant, je doutais encore de ma perception. Après cette découverte, le doute n'était plus possible. J'avais été mise à l'écart de manière consciente. Et face à cette réalité, il ne s'agissait plus de préserver l'harmonie à tout prix. Il s'agissait de retrouver ma dignité. Je n'étais plus seulement la mère. J'étais devenue l'obstacle, oui, mais un obstacle qui venait d'ouvrir les yeux. Et ce réveil, silencieux mais déterminé, allait désormais guider chacun de mes gestes. Après cette découverte, mes nuits ont changé de texture. Je ne dormais plus profondément, mais je ne sombrais pas non plus dans l'agitation. C'était un état intermédiaire, fait de réveil calme et de pensées lentes. Je regardais le plafond, j'écoutais le silence, et je laissais les idées venir, sans les repousser. Pour la première fois, depuis longtemps, je ne cherchais pas à me rassurer, je cherchais à comprendre. Je repensais à chaque étape, non pour me faire du mal, mais pour reconstituer le chemin exact qui m'avait mené là.
Je voulais distinguer ce qui relevait de l'erreur, de la maladresse, et ce qui relevait d'un choix délibéré. Cette distinction était essentielle. Elle déterminait la suite. Je refusais désormais les amalgames qui excusent tout au nom de l'amour familial. Je sentais en moi une lutte discrète. Une part voulait encore minimiser, préserver ce qui restait de paix apparente. Cette part murmurait que provoquer un conflit serait inutile, que j'étais fatiguée, que le temps finirait peut-être par arranger les choses. Mais une autre voix, plus ferme, s'imposait progressivement. Elle disait que renoncer maintenant serait accepter que l'injustice devienne la règle. Et cette règle-là me condamnait à l'effacement. Je me suis mise à écrire, sans intention littéraire, des phrases simples, parfois sèches. Ce que j'avais vu, ce que j'avais compris, ce que j'avais ressenti. L'écriture avait cette vertu de clarifier, sans embellir. En relisant, je constatais que mon récit ne débordait pas d'émotions excessives. Il était factuel, et cette factualité me rassurait. Elle confirmait que je ne me laissais pas emporter par une interprétation fragile. Allô, je réfléchissais aussi à ce que signifiait être mère, à mon âge. Pendant longtemps, ce rôle avait absorbé tout le reste. Il m'avait donné une identité, une fonction, une raison de tenir. Mais je réalisais qu'il m'avait aussi enfermé dans une posture attendue, celle de la femme qui comprend toujours, qui pardonne vite, qui s'adapte sans bruit. Cette posture m'avait protégée autrefois. Elle me desservait maintenant. Je ne ressentais pas de haine. Ce point m'a surprise. J'aurais cru que la colère surgirait naturellement. Mais non. Il y avait autre chose. Une lucidité grave. Comme si le voile s'était levé sur un paysage que je connaissais déjà, mais que je refusais de regarder en face. Cette lucidité était inconfortable, mais elle me rendait solide. Je pensais à l'avenir, non comme une revanche, mais comme une trajectoire à redéfinir. Je savais que je ne pourrais pas continuer à vivre dans la même configuration, avec les mêmes non à 10. Quelque chose devait changer. Pas forcément tout, mais l'essentiel, oui. Et cet essentiel, c'était ma place. Je me posais des questions concrètes. Que voulais-je vraiment? De quoi avais-je besoin pour me sentir respectée? Quelles limites n'étaient plus négociables? Ces questions n'avaient rien de spectaculaire, mais elles structuraient mon esprit. Elles me sortaient du flou affectif dans lequel j'avais longtemps évolué. Il y avait aussi la peur. Pas celle d'être seule, mais celle de rompre un équilibre ancien. Je connaissais le prix des bouleversements. J'avais vécu assez longtemps pour savoir que toute décision ferme entraîne des conséquences. Mais je savais aussi que ne rien faire avait un coût plus insidieux. Celui de se perdre soi à même. Peu à peu, une résolution s'est formée. Pas une décision brutale, mais une orientation claire. Je ne me précipiterai pas. Je n'agirai pas sous le coup de l'émotion. Je prendrai le temps nécessaire pour préparer ce qui devait l'être. Comprendre, vérifier, me renseigner. Redevenir actrice de ce qui me concernait. Cette introspection n'était pas un repli. C'était une préparation. Je n'étais plus dans l'attente passive. Je devenais attentive, vigilante, consciente. Le secret avait cessé d'être une ombre diffuse. Il était devenu un point de départ. Et dans ce silence nocturne, alors que la maison dormait, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas seulement une histoire de documents ou de décisions. C'était une question de dignité. Et cette dignité-là, je ne la confierai plus jamais aux autres. La préparation a commencé sans bruit, presque naturellement, comme si mon esprit avait déjà tracé le chemin, avant même que je n'en sois consciente. Je n'ai pas annoncé de changement. Je n'ai pas modifié mes habitudes de façade. Tout se jouait à l'intérieur, dans une attention nouvelle, portée aux détails que j'avais autrefois laissé passer par confiance. J'ai d'abord rassemblé ce qui me concernait directement. Mes papiers, mes dossiers, les courriers anciens que j'avais conservés sans y penser vraiment. Les étaler devant moi m'a donné une sensation étrange, à la fois de fatigue et de clarté. Chaque document racontait une part de mon histoire, non pas celle qu'on me prêtait désormais, mais celle que j'avais réellement vécue. Je reprenais possession de cette chronologie qui m'appartenait. Je relisais lentement, sans chercher à interpréter. Je notais les dates, les signatures, les formulations. Certains termes revenaient, précis,
juridique, sans affect. Je comprenais mieux comment on avait pu agir sans moi. Le langage administratif a cette capacité redoutable de neutraliser l'humain. Il transforme les personnes en éléments à organiser. En découvrant cela, je ne me suis pas senti humilié davantage. Je me suis senti averti. Je me suis renseigné discrètement. Pas pour accuser, pas pour menacer. Pour comprendre le cadre exact dans lequel on avait agi. J'ai posé des questions simples, sans entrer dans les détails personnels. J'écoutais attentivement, je demandais des précisions quand quelque chose n'était pas clair. Être traitée comme une interlocutrice légitime, sans condescendance ni impatience, m'a fait un bien immense. Cela me rappelait que je n'avais rien perdu de ma capacité à comprendre, à décider. Je n'ai parlé de ces démarches à personne. Ce silence n'était plus une habitude subie, il devenait un outil. Il me permettait de réfléchir sans être influencé, de me préparer sans être interrompu. Je sentais que, pour la première fois depuis longtemps, je n'agissais pas pour préserver l'harmonie, mais pour préserver quelque chose de plus essentiel encore. À la maison, rien ne semblait changer. Les conversations restaient cordiales, parfois un peu tendues, mais sans éclat. Je répondais avec mesure. Je posais moins de questions, mais quand je le faisais, elles étaient précises. Cette précision déstabilisait. On ne pouvait plus me répondre par des phrases vagues ou des promesses rassurantes. Je voyais les hésitations, les regards échangés. Ils sentaient que quelque chose avait changé, sans pouvoir encore le nommer. Je tenais un carnet, pas pour me plaindre, mais pour consigner. Ce qui se disait, ce qui ne se disait pas. Les propositions faites, les délais évoqués. Ce carnet devenait une mémoire fiable, un ancrage. Il m'empêchait de douter de moi-même, de me dire que j'exagérais, que je dramatisais. Les faits, alignés, formaient une logique claire. Je préparais aussi mes mots. Pas les discours. Des phrases simples, impossibles à détourner. Des phrases qui posent des limites sans agressivité. Je les répétais intérieurement pour qu'elles sortent sans trembler le moment venu. Cette préparation intérieure était essentielle. Elle m'apprenait que l'affirmation de soi n'a pas besoin de colère pour être ferme. Il y avait encore des moments de fatigue. Des instants où je me demandais pourquoi il fallait tant d'efforts pour obtenir ce qui aurait dû aller de soi. Mais ces moments passaient. Je savais désormais que renoncer serait plus coûteux encore. Revenir à l'ancien équilibre signifierait accepter que ma mise à l'écart devienne définitive. Je n'ai jamais pensé en termes de revanche. Ce mot ne m'a jamais attiré. Ce que je faisais n'était pas dirigé contre eux. Billet, c'était dirigé vers moi. Vers la femme que j'avais été, confiante au point de s'oublier. La réparer demandait de la méthode, de la patience, mais une patience éclairée, choisie, et non imposée. Je continuais à observer les changements subtils dans leurs attitudes, les silences plus lourds, les tentatives de normalité forcée. Tout cela confirmait que ma docilité supposée ne fonctionnait plus. Et cette transformation, silencieuse mais ferme, modifiait déjà l'équilibre familial. Je comprenais alors que la véritable force ne se manifeste pas toujours dans l'instant. Elle se construit lentement, à l'abri des regards. Elle se nourrit de lucidité, de constance, et d'un respect retrouvé pour soi à même. Le secret avait été maintenu par le silence. Il serait désormais affronté par un autre silence, plus dense, plus conscient. Cette préparation n'était pas une fin. Elle était une traversée. Une manière de m'assurer que, lorsque je parlerais, mes mots ne seraient ni impulsifs ni récupérables. Je ne cherchais pas à convaincre. Je voulais établir. Et dans cette détermination calme, je sentais que le moment approchait, où je cesserais définitivement d'être l'obstacle silencieux de leur projet, pour redevenir le sujet de ma propre vie. La confrontation n'a pas été un éclat. Elle est arrivée comme une nécessité calme, presque évidente, après des semaines de préparation intérieure. J'avais choisi le moment avec soin. Pas un instant de tension, pas une urgence fabriquée. Un moment ordinaire, suffisamment neutre pour que personne ne puisse dire ensuite que tout s'était joué sous le coup de l'émotion. Nous étions réunis autour de la table, sans invité, sans prétexte. J'ai attendu que les conversations banales s'épuisent d'elles à même. Puis j'ai parlé. Ma voix ne tremblait pas. Je n'ai pas élevé le ton. J'ai dit que je savais, pas seulement que je soupçonnais, mais que je savais précisément ce qui avait été décidé sans moi.
J'ai ajouté que je n'étais pas venue demander des explications confuses ni des excuses rapides. J'étais venue poser un cadre clair. Le silence qui a suivi n'était plus celui de l'embarras. C'était un silence de bascule. Mon fils a tenté de reprendre la parole le premier. Il parlait de responsabilité, de choix difficiles, de ce qu'ils avaient cru être la meilleure solution. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis, je lui ai demandé, simplement, à quel moment j'avais été consultée. Pas informé. Consulté. La nuance l'a déstabilisé. Il n'a pas répondu tout de suite. Ma fille a pris le relais. Elle parlait de protection, de peur de me faire porter un poids inutile. Elle disait que certaines vérités font plus de mal qu'elles n'aident. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Je lui ai dit que décider à la place de quelqu'un de ce qu'il peut supporter, ce n'est pas protéger, c'est confisquer. Et qu'on ne confisque pas la dignité de sa mère au nom de l'amour. La belle fille est restée silencieuse plus longtemps. Quand elle a parlé, c'était pour évoquer l'efficacité, la nécessité d'avancer, sans ralentir. Elle disait que ma présence compliquait les démarches, qu'il fallait aller vite. Je lui ai répondu que la vitesse ne justifie jamais l'effacement, que l'organisation ne remplace pas le respect, et que si j'étais devenue un obstacle, c'était parce qu'on m'avait volontairement retiré de la conversation. J'ai sorti les documents. Je les ai posés sur la table, sans les jeter, sans les brandir. Juste les poser. Les dates, les décisions, les formulations précises. Je n'accusais pas, j'établissais. Ce geste a marqué un tournant. Les regards se sont échangés. L'assurance a vacillé. Le flou ne suffisait plus. Mon fils a alors élevé légèrement la voix. Il parlait de loyauté familiale, de tout ce que j'avais fait pour eux, comme si cela pouvait servir d'argument. Cette tentative m'a traversée sans me faire vaciller. Je lui ai dit que l'amour n'est pas un permis de décider à la place de être l'autre, que ce que j'avais donné librement ne pouvait pas être utilisé pour justifier mon exclusion. L'autre, ils ont compris, à cet instant précis, que je n'étais plus disposée à jouer le rôle attendu. Celui de la mère compréhensive, qui finit toujours par s'adapter. Le piège, s'il y en avait un, ne se refermait pas sur eux, mais sur l'image qu'ils s'étaient faite de moi. Une image commode, silencieuse, accommodante. Cette image venait de se dissoudre. Il y a eu des tentatives de minimisation. Des promesses vagues. Des propositions de réparation future. Je ne les ai pas saisies. Je leur ai dit que je voulais la vérité entière, posée clairement, sans détour. Pas pour punir. Pour décider. Décider de ce que j'accepterais encore. Décider de ce qui devait changer immédiatement. Je n'ai pas exigé de réponse sur à champ. J'ai fixé une limite. J'ai dit que tant que tout ne serait pas mis à plat, aucune décision prise à mon sujet ne serait recevable. Cette phrase a changé la dynamique. Elle établissait une règle simple. Elle ne se négociait pas. Quand la discussion s'est achevée, je me suis levée calmement. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas cherché le dernier mot. J'avais dit l'essentiel. Je les ai regardés, un à un. Il n'y avait ni triomphe ni froideur dans mon regard. Seulement une détermination paisible. En quittant la pièce, j'ai ressenti une fatigue profonde, mais saine. Celle qui suit un effort juste. Je savais que les conséquences seraient lourdes, que les liens allaient se tendre, peut-être se fissurer, mais je savais aussi que revenir en arrière serait une trahison supplémentaire, cette fois envers moi, à même. Ce soir, seul, je n'ai pas ressenti de victoire éclatante. J'ai ressenti une cohérence retrouvée. J'étais peut-être devenu l'obstacle à leur projet, mais je cessais enfin d'être un obstacle à ma propre dignité. Et cette certitude, silencieuse mais ferme, venait de redessiner définitivement ma place. Après cette confrontation, le temps a pris une autre densité. Rien ne s'est effondré immédiatement. Et pourtant, tout était déjà fissuré. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère étrange, faite de retenue et de prudence. Chacun semblait mesurer ses paroles, comme si le moindre mot pouvait désormais produire un effet irréversible. Je n'étais plus ignorée, mais je n'étais pas encore pleinement reconnue. J'occupais un espace inconfortable, nouveau, pour eux comme pour moi. Je n'ai pas cherché à combler ce vide. J'ai laissé le silence s'installer, non par stratégie, mais par nécessité. Parler trop vite aurait été une manière de revenir à l'ancien rôle, celui de la mère qui rassure, qui arrange, qui amortit les chocs.
Or, je n'étais plus disposée à endosser cette fonction. Ce silence à là n'était pas une punition. C'était un temps de vérité. Mon fils tentait parfois de renouer une conversation ordinaire. Il parlait de choses pratiques, du quotidien, comme si la confrontation pouvait être rangée au même endroit que les désaccords passagers. Je répondais avec politesse, sans prolonger. Je sentais chez lui une gêne profonde, mêlée d'une colère sourde. Il ne comprenait pas encore que ce qui s'était joué dépassait largement un simple malentendu. Ma fille, elle, oscillait entre culpabilité et repli. Elle venait vers moi, puis se ravisait. Elle posait des questions indirectes, cherchait à savoir comment j'allais sans jamais aborder le fond. Je voyais bien son trouble. Elle avait participé au silence, mais elle portait aussi le poids de ce qu'il avait produit. Je ne la consolais pas. Non, par dureté, mais parce que la consoler aurait signifié atténuer la portée de ce qui venait d'être révélé. La belle fille restait en retrait, attentive, presque froide. Son attitude n'était pas celle de la honte, mais celle de l'observation. Elle évaluait les conséquences, mesurait ce qui pouvait encore être contrôlé. Cette posture confirmait ce que j'avais compris depuis longtemps. Je n'étais pas un accident dans leur projet. J'étais un paramètre qu'ils avaient tenté de neutraliser. Très vite, les désaccords ont émergé entre eux. Ce qui avait été présenté comme une décision collective se fragmentait. Chacun rejetait sur l'autre la responsabilité du silence, du moment où l'on aurait dû me parler. Alors, cette désunion m'a frappé. Tant que je me taisais, leur cohésion tenait. Dès que j'avais repris la parole, les failles apparaissaient. On m'a reproché, à demi-mot, de compliquer la situation, de refuser une solution qui aurait permis d'avancer plus sereinement. J'ai entendu ces reproches sans répondre. La solution qu'ils évoquaient avait toujours eu un prix. Mon effacement. Ce prix-là, je ne le payais plus. C'est dans ce climat que j'ai commencé à envisager un changement plus concret. Pas une rupture brutale. Rester au centre de cette tension permanente aurait fini par m'user, par me pousser à redevenir conciliante pour apaiser. Or, je savais désormais que cette conciliation me coûterait trop cher. Quand j'ai évoqué l'idée de m'installer ailleurs, les réactions ont été immédiates. Surprise, inquiétude, parfois reproche. Pourquoi maintenant? Pourquoi prendre une décision aussi radicale? Je leur ai répondu que ce n'était pas radical. C'était nécessaire. Je ne cherchais pas à les punir. Je cherchais à préserver ce que j'avais reconquis en moi. Ils ont proposé des compromis, des ajustements, des délais. J'ai écouté, mais je ne négociais plus l'essentiel. Cette décision m'appartenait. Elle ne visait personne. Elle me concernait. Le départ s'est organisé simplement. Peu d'affaires. Peu de mots. Je n'avais pas besoin d'emporter des preuves, ni des souvenirs encombrants. Ce que je prenais avec moi était déjà intérieur. En quittant la maison, je n'ai pas ressenti de soulagement immédiat. Il y avait une gravité calme, la conscience aiguë que quelque chose se terminait. Je savais que cette étape marquait un point de non-à-retour. En cessant d'occuper la place qu'ils avaient redéfinie pour moi, je leur retirais aussi la possibilité de continuer comme avant. Je n'étais plus l'obstacle silencieux de leur projet. Je devenais une femme qui choisissait, enfin, allait, où et comment elle voulait exister. Sauf, la vie a repris dans ce nouvel espace avec une lenteur presque respectueuse. Les premiers jours, je me sentais à la fois légère et déconcertée. Il n'y avait plus de pas à anticiper dans le couloir, plus de voix derrière une porte, plus de décisions à commenter malgré moi. Le silence, ici, n'était pas chargé de sous-entendus. Il était simplement là, disponible, comme un terrain enfin neutre. Je découvrais mes journées autrement. Je me levais sans urgence, sans cette vigilance intérieure qui m'avait accompagnée si longtemps. Je prenais le temps de préparer un café, d'ouvrir les fenêtres, d'observer la lumière évoluer. Ces gestes ordinaires avaient une saveur nouvelle. Ils ne répondaient plus à une fonction familiale. Ils m'appartenaient entièrement. Mais mon corps, lui-même, semblait comprendre avant moi que quelque chose s'était apaisé. Je dormais mieux. Mes épaules se relâchaient. Ma respiration devenait plus profonde. Pendant des années, j'avais vécu comme si je devais être prête à intervenir à tout moment, à réparer, à expliquer, à rassurer. Ici, cette posture n'avait plus lieu d'être.
Et ce relâchement discret m'a confirmé que je n'avais pas seulement changé de lieu, mais de position intérieure. Les contacts avec mes enfants se faisaient rares, presque cérémonieux. Quelques messages, prudents, parfois maladroits. Ils demandaient si tout allait bien, sans aller plus loin. Je répondais avec simplicité, sans froideur, mais sans empressement non plus. Je n'éprouvais plus le besoin de remplir leur silence. Je savais désormais que certains vides ne m'appartenaient pas. Il m'arrivait de repenser à la confrontation, mais aux mots échangés, aux regards évités. Mais ces souvenirs n'avaient plus le même poids. Ils ne m'assaillaient pas. Ils se posaient, puis repartaient. Je comprenais peu à peu que ce qui m'avait le plus blessé n'était pas seulement d'avoir été écarté, mais d'avoir longtemps collaboré à cet effacement, par peur de déranger. Dans ce nouvel environnement, je rencontrais des personnes qui ne savaient rien de mon histoire. Des voisins, des commerçants, des visages familiers sans passé commun. Les échanges étaient simples, sans attente implicite. Personne ne me voyait comme une mère aménagée, ni comme un obstacle potentiel. J'étais simplement une femme parmi d'autres. Cette neutralité avait quelque chose de profondément réparateur. Je ressentais parfois une mélancolie douce, surtout en fin de journée. Une pensée pour ce que la famille aurait pu être si la parole avait circulé plus tôt, plus honnêtement. Je laissais cette mélancolie exister sans la combattre. Elle ne me ramenait pas en arrière. Elle me rappelait simplement que j'avais aimé sincèrement, que je n'avais pas triché avec mes sentiments. Cet amour-là n'était pas une erreur, même s'il avait été mal reçu. Je réfléchissais aussi à ce que signifiait désormais être mère. Pas dans le sens du rôle, mais du lien. Je comprenais que la maternité ne garantit pas le respect, et qu'elle ne doit pas exiger l'effacement pour se maintenir. Aimer ses enfants ne signifie pas renoncer à soi. Cette évidence, que je n'avais jamais formulée ainsi, prenait enfin corps. Je commençais à penser à l'avenir autrement. Pas comme une suite de réparations à effectuer, mais comme un espace à habiter pleinement. Je me demandais ce que je voulais préserver, ce que je refusais désormais d'accepter, ce que je souhaitais encore transmettre. Ces questions ne m'angoissaient pas, elles me structuraient. Elles donnaient une direction claire à ce qui venait. Je sentais aussi que je n'avais plus besoin de reconnaissance tardive pour avancer. Peut-être qu'un jour mes enfants comprendraient ce qu'ils avaient fait. Peut-être qu'ils mettraient des mots sur cette mise, à l'écart silencieuse. Mais cette éventualité ne conditionnait plus mon équilibre. J'avais cessé d'attendre. À mesure que les semaines passaient, une stabilité nouvelle s'installait. Mais pas une euphorie, mais une solidité tranquille. Je savais désormais ce que je valais, indépendamment du regard de ceux que j'avais élevés. Cette certitude me permettait d'avancer sans rancune, sans désir de revanche. Je sentais que j'approchais de la fin de cette traversée, non parce que tout était réglé, mais parce que l'essentiel était clair. J'avais cessé d'être l'obstacle dans leur histoire pour redevenir le sujet de la mienne. Et dans ce silence que je choisissais enfin, je me préparais à poser un dernier regard sur ce que j'avais vécu, avec lucidité, sans colère, prête à en tirer une vérité qui me survivrait. Aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je ne parle plus de rupture comme d'un drame. Je parle d'un déplacement intérieur. Ce qui s'est effondré n'était pas l'amour, mais une illusion ancienne. Celle selon laquelle être mère suffisait à garantir le respect. J'ai compris trop tard que l'amour, lorsqu'il n'est pas accompagné de limites claires, peut être réinterprété comme une faiblesse commode. Je ne renie rien de ce que j'ai donné. Chaque geste, chaque renoncement, chaque nuit d'inquiétude avait un sens au moment où je l'ai posé. J'ai aimé sans calcul, avec la certitude naïve que cette générosité construirait une place durable. Elle a construit autre chose, une attente silencieuse, celle que je m'adapterai toujours. Et quand j'ai cessé de m'adapter, je suis devenu l'obstacle. Cette prise de conscience n'a pas détruit mes souvenirs. Elle les a réordonnés. Je vois désormais la femme que j'étais. Solide, disponible, attentive, mais aussi trop prête à s'effacer pour préserver. L'harmonie, je ne la juge pas, je lui rends hommage. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait alors. Mais je sais aujourd'hui que l'harmonie obtenue au prix de l'effacement finit toujours par se retourner contre celle qui se taisait. Mes enfants font toujours partie de ma vie, mais autrement. Il n'y a plus cette proximité automatique qui permettait toutes les approximations.
Il y a une distance mesurée, parfois douloureuse, mais honnête. J'ai accepté que cette distance soit le prix de la clarté. Elle m'empêche de retomber dans les anciens rôles, ceux qui me rendaient utile, mais invisible. Je n'attends plus d'explications tardives ni de repentirs soigneusement formulés. Peut-être viendront à il un jour. Peut-être pas. J'ai compris que l'attente peut devenir une autre prison. Ma peine ne dépend plus de leur compréhension. Elle dépend de ma cohérence, de ma capacité à rester fidèle à ce que j'ai compris, de moi à même. Il m'arrive encore de ressentir une tristesse calme, surtout lorsque je pense à ce que la relation aurait pu être si la parole avait circulé plus tôt. Cette tristesse n'est pas une faiblesse, elle est la preuve que j'ai aimé sincèrement. Je la laisse exister sans la nourrir. Elle ne me ramène pas en arrière. Elle m'ancre dans une vérité plus large. On peut aimer profondément et choisir malgré tout de se protéger. Je regarde désormais les femmes de mon âge avec une attention nouvelle. J'entends leur silence prudent, leurs phrases inachevées, leur sourire destiné à ne pas déranger. Je reconnais cette tentation de se taire pour rester. Je guère ce léard aimé. Si je pouvais leur parler sans les brusquer, je leur dirais que se taire trop longtemps finit par organiser votre absence. Que la patience, lorsqu'elle n'est jamais réciproque, devient une permission donnée aux autres de décider à votre place. Je n'ai jamais cherché à me venger. La vengeance aurait fait de moi une réaction, non une origine. J'ai simplement cessé de collaborer avec ce qui me dépossédait. J'ai repris mon droit de savoir, mon droit de décider, mon droit d'exister en dehors du rôle qui m'avait été assigné. Ce geste n'a rien d'héroïque. Il est nécessaire. Et il est souvent tardif. Ce que j'ai gagné ne se voit pas. Mais il n'y a pas de victoire éclatante, pas de reconnaissance publique. Il y a une stabilité profonde, une paix qui ne dépend plus des silences arrangés ni des sourires convenables. Je sais désormais ce que je vaux, indépendamment de l'utilité que l'on me prête. Cette certitude m'accompagne dans les jours ordinaires, sans bruit. Mon silence, aujourd'hui, n'est plus une soumission. Il est devenu un choix. Je parle quand cela est nécessaire. Je me tais quand cela me protège. Je n'explique plus indéfiniment ce qui devrait aller de soi. Je n'essaye plus de convaincre ceux qui n'écoutent pas. Mon énergie n'est plus à disposition de ce qui me réduit. J'étais leur mère, oui, mais j'étais aussi devenu l'obstacle à leurs projets, à leur confort, à leur manière de décider sans se confronter. En cessant d'être cet obstacle silencieux, je ne leur ai rien volé. Je me suis rendu à moi à même. Et cette restitution tardive a changé la texture de ma vie. Si je devais laisser une trace de cette traversée, ce ne serait ni une accusation ni une leçon. Ce serait une phrase simple, posée sans colère, mais avec une fermeté acquise au prix du silence. Le silence peut aussi être une forme de justice.